conformément à ce que je vous avais dit au début de l'année et que vous avez vu dans les programmations, je vais faire mes 2 derniers cours, non 3, celui-là et 2 cours en janvier puisque j'ai pris du retard. Et ensuite, c'est Laurent Sénèque qui va succéder pour faire les cours de géographie. J'aurais dû, pour bien faire, vous le présenter à la première leçon. Alors on aurait fait ça, le vieux, le jeune, etc., etc. Mais il avait des cours à la fac à Pau qu'il a terminé la semaine dernière, donc il a pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc Laurent Sénèque enseigne à Pau dans un lycée. Il est agrégé de géographie. Il est chargé de cours à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, qui est une bonne université, même s'il y en a d'autres qui sont vachement mieux. Mais enfin, je ne dis pas lesquels. Non, je plaisante, bien sûr. Et il y a des gens qui sont en retard, qui disent pardon, mais non, serre-toi, il n'y a pas de problème. Et Laurent assurera cette année 5 cours après le mien. Donc, 5 leçons, pardon, après mon cours, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, on va faire Pau et les Pyrénées. Ensuite, on quittera les Pyrénées, comme on le fait habituellement, et on ira d'abord en Amérique, dans les Appalaches, et ensuite au Maroc. Et j'avais choisi la leçon sur le Maroc bien avant le tremblement de terre de Marrakech, qui vérifie ce que je vous aurais dit, bien sûr. Et Laurent vous fera le cours, son cours en suivant, avec la programmation que vous connaissez. Et il m'a demandé aujourd'hui de venir voir comment je faisais. Voilà, c'est. En stagiaire. Voilà, en stagiaire. Là, il me fait quand même remarquer que je suis l'ancien. Hein. Voilà. Donc. Bonjour à tous. Donc merci de ton accueil, Alain. C'est un honneur pour moi d'essayer de reprendre la suite. Hein. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Et donc voilà. Merci par avance de votre indulgence. Et donc. J'essaierai donc de m'efforcer. Il y aura un retour aux Pyrénées avec moi pendant 3 séances. Et on réfléchira aussi sur les frontières et les montagnes ensuite. Voilà. Donc, bonne séance à tous. Hein. Bon cours. Alain a déjà tout dit sur moi, donc je vais plus en rajouter. Non, aussi j'aurais pu dire que lui, il a des cheveux. Moi j'en ai plus, mais j'avais à peu près la même tignasse à l'époque, vous voyez, avec la barbe beaucoup plus hirsute et les autocollants sur la voiture, ce qui faisait que les forces de police m'arrêtaient souvent en me disant « hé là, toi, tes papiers ». Maintenant ça a changé, on ne m'arrête plus, et quand on m'arrête, pardon monsieur, voulez-vous me montrer voilà, bon allez, je commence, parce que si je commence à bavarder, voilà, bon, alors aujourd'hui, Laurent est béarnais et aime la montagne, quoique comme moi-même, né à Bordeaux. Et ça tombe, merci de ta question, parce que puisqu'on fait Pau et les Pyrénées, on va voir les Pyrénées et les gens qui viennent aux Pyrénées ou qui voient les Pyrénées. J'habite pas loin du numéro 5 sur votre carte. Très bien. Alors aujourd'hui, Pau et les Pyrénées, pour commencer, un petit dossier comme d'hab, avec une bibliographie qui n'est pas exhaustive, c'est les cours, les livres, les ouvrages et les sites auxquels je fais référence. Et pour ceux qui aiment bien avoir de jolies photos, aussi bien vintage qu'actuelles, je vous recommande le site Lookrup 65. C'est des passionnés qui font ça et ils le font bien, ce qui n'est pas le cas de tous les sites internet, vous le savez. Ensuite, un texte qui ne nous servira pas de texte de départ pour une fois, mais de texte d'accompagnement d'un personnage que nous connaissons bien, mais sur lequel on va revenir, qui est Henri Russell. Et puis après, deux autres documents, une carte de Pau entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. J'espère qu'elle est lisible sur vos copies parce que aujourd'hui, là, chez Seb Informatique, la photocopieuse ne m'aimait pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas d'encre, pas d'agrafe, mal imprimé. Enfin, on ne peut pas faire un cours de géographie sans carte. En voilà une. Et puis, à la fin, une poésie de Jean Denadao, qui est aussi une chanson, qui s'appelle L'Incantade, et que j'ai mis là avec une idée derrière la tête.
Alors, si vous voulez, on la chantera à la fin, mais comptez pas trop sur moi, vu l'état des cordes vocales. Bon, Pau et les Pyrénées, d'emblée, les slogans percutent, les panneaux publicitaires se superposent au paysage. Pau et les Pyrénées, c'est d'abord de l'image, comme cela apparaît sur les deux les deux photos de la première diapositive. Alors on a Pau des portes des Pyrénées, aéroport de Pau-Pyrénées, toujours Pyrénées. Bon, Tarbes fait la même chose, hein. C'est aéroport de Tarbes-Pyrénées, sauf qu'à Tarbes le parking est gratuit, mais passons. Voilà, vous avez la ville de Pau qui fait de gros efforts. Vous avez Pau Pyrénées-Océane, vous avez des salons sur les Pyrénées, des livres sur les Pyrénées, le tout édité par les maisons d'édition paloises. Bref, il y a un lien très fort entre la montagne et la ville. Et ça s'affirme avec force. Alors là, il y en a un qui a rendu service, c'est la Martine. Il y en a un autre, c'est Vigny, j'ai failli vous le citer, mais de trop de poésie, vous aurez peut-être fatigué. Pau est la plus belle vue de terre au monde, comme Naples est la plus belle vue de mer. Voilà. Alors, plus belle vue de terre quand on peut le voir, on va très vite se le dire. Et Naples, pareil, la fois où je suis allé à Naples, il pleuvait, il y avait tempête, j'ai jamais vu la baie ni rien. Bon, c'est une villasse comme les autres. Mais enfin, passons. Voilà. Donc, Pau porte des Pyrénées avec, vous le voyez, la montagne, et puis derrière, un tiret blanc avec une crête ébréchée que nous connaissons bien et sur laquelle nous allons bien revenir, c'est le PMO, le pic du Midi d'Ossau, dont je vous parle à peu près à toutes les leçons, et que vous voyez grandeur nature, toujours dans un écran de neige hivernale, etc. Il faut que les photos soient bien léchées, et quand elles ne sont pas bien originellement, il y a Photoshop pour les rendre, vous le savez, parfaites. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de cela avec un fil rouge, une problématique comme d'habitude et un petit plan en 3 parties comme d'habitude. La problématique va consister à croiser le regard porté sur la montagne depuis la ville, et puis les regards plutôt, pardon, et ceux qui, en sens inverse, tombent de la montagne sur la ville. Proximité qui se mesure quand même en kilomètres, hein. Entre le boulevard des Pyrénées, dont je vais vous rabattre les oreilles, et puis les premiers chaînons d'Arrudy, il y a quand même 27 kilomètres. 27 kilomètres par la route. Mais il n'y a pas beaucoup, elle est droite, hein, à peu près, il y a des virages. Donc, une vision, je le dis d'emblée, distanciée dès la problématique. Et c'est là-dessus que nous allons travailler, distance et regard croisé. Voilà les 3 thèmes. Alors, 3 parties, le panorama, exceptionnel, indeed. On va faire attention de ne pas faire trop de superlatifs. Hein, de faire un cours de géographie et pas une connaissance du monde comme on pourrait avoir tendance à vouloir le faire. Deuxièmement, on fera le va-et-vient. Pau-Pyrénées, Pyrénées-Pau. Et puis on verra la grande ville et la belle ville du Piémont, nord des Pyrénées, avec toute une série d'événements de prestige qui créent parfois un peu l'envie ou la moquerie envieuse chez les villes voisines, parce qu'à Pau il y a tout. Il y a même un grand prix automobile, et avant de descendre vous faire le cours, j'ai lu dans la République des Pyrénées de Pau, à laquelle je suis abonné, en tant que béarnais de la diaspora, que le Grand Prix de Pau n'aurait pas lieu en 2024. Ce qui est quand même un événement majeur, vous en conviendrez. Mais là encore, ce Grand Prix de Pau, c'était un élément du rapprochement entre la ville et la montagne par le bruit, puisqu'on entendait le reflement des F3 jusqu'à Lourdes, donc quand le vent portait, bien sûr. Donc c'est pas mal. Bon, alors, 3 parties. On va attaquer pour la première avec ce panorama exceptionnel. D'abord, on va voir une ligne du ciel
une skyline, je reprends ce terme parce que j'aime bien, ça fait moderne, ça fait in the wind. On parle toujours de la skyline des gratte-ciel new-yorkais, qui est particulièrement laide, et vous avez la même chose à la Défense ou à Lyon-Pardieu, hein, alors qu'on parle jamais de la skyline des montagnes pyrénéennes. 100 km quand même de l'est à l'ouest. Je dis bien 100 km, hein, en marchant d'un bon pas, ça fait 4 jours de marche. Deuxième partie, Pau, une permutation méridienne du regard qui s'est opérée au XIXe siècle. Et on va voir le miracle opportuniste des Palois qui ont toujours su prendre le sens du vent comme il fallait. Mais n'est-ce pas un Palois célèbre qui a dit « Paris vaut bien une messe ». Et puis, dans une troisième partie, on verra la construction du boulevard des Pyrénées pour dire que ce fut un chantier extraordinaire pour la petite ville que c'était à l'époque, pour la ville comme les autres. Donc, première partie, la skyline, 100 km d'est en ouest. Regardez comme elle est belle. Vous avez noté que dans un souci esthétique évident, j'ai essayé de faire correspondre le fond de l'écran aux couleurs que l'on peut voir, le bleu du ciel, le vert d'en bas et le marron qui devient blanc. Ouais, j'ai travaillé la couleur. J'ai recommencé 5 ou 6 fois parce que ça ne veut jamais marcher comme je veux faire. Donc j'ai tiré ce diorama de Loucrup 65 que je cite en bibliographie, avec le pic du Midi d'Ossau, avec le pic du Midi de Bigorre, et puis avec le Vignemale mais qui se planque là par là derrière, je ne sais pas très bien où. Comme on n'y voit pas bien, j'ai fait une autre diapo, trois autres diapos en divisant cette immense chaîne en plusieurs morceaux, avec la partie est, la nôtre, celle des Bigourdans, mais aussi celle des Commingeois, celle des gens de la Vallée d'Or, autour du pic du Midi de Bigorre, que nous reconnaissons bien comme cette tourte bien sucrée de sucre glace l'hiver, et avec nos montagnes, et on voit quand même la partie là la plus haute possible, qui soit possible de voir. On a le Néouviel, on a le Piglon. Bon, bref, voilà. Deuxième élément de cette skyline coupée en morceaux, la partie centrale, dominée par le Vignemale, ce Vignemale qui apparaît très très peu, et quand on le voit depuis Pau, regardez, il est là, vous voyez, il faut vraiment se le chercher, mais il faut dire que le Vignemale, c'est quand même une montagne qui ne se découvre pas facilement. Il faut y aller, il faut grimper, il faut se la gagner, alors que ce que l'on voit depuis Pau, c'est un spectacle, c'est quelque chose, on en prend plein les mirettes, mais si on ne fait pas attention, on fait 3 pas de côté et on va à la terrasse de café la plus proche. Alors j'ai fait le Vignemale dans une photo que j'aime beaucoup, c'est une photo du petit matin, telle que vous pouvez voir le Vignemale quand vous bivouaquez, avant de se l'attaquer par un beau jour d'été bien sûr, etc., etc., et en essayant de ne pas tomber dans un ravin comme certains que je connais. Voilà. Et puis après il y a la partie qui est bornée à l'ouest par le pic d'Anny. Là encore, j'ai pris un pic avec de la neige, parce qu'une montagne avec de la neige, ça a quand même davantage d'allure qu'une montagne sans neige, surtout pour les Pyrénées. Bien, alors ce pic d'Anny, avec ces immenses lapias calcaires qu'on appelle des arcs, c'est un mot scientifique que j'écris au tableau, les arcs d'Anny. C'est des lapiases, c'est-à-dire des trous dans le calcaire consécutifs à l'attaque de l'eau, du gaz carbonique contenu dans l'eau de pluie et dans la neige qu'attaque le calcaire sur le temps long, bien sûr. Alors ça fait des trous énormes où on peut se mettre les jambes, où on peut se casser les jambes. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en hiver, quand la neige est là et qu'elle est assez dure, bien sûr, pour supporter le poids des skis. Voilà. Donc, cette skyline, elle est absolument remarquable, et on va la découvrir avec le texte d'accompagnement que j'ai trouvé dans Henri Russell,
dans un bouquin qu'il a écrit, mais à la Rossel. Hein. Rossel, c'était pas un littéraire, il écrivait ça au kilomètre, en débitant ça comme on débite le jambon dans les charcuteries. Sympa, mais bon, il y avait tout, il n'y a rien à dire. Mais enfin, on peut pas dire que ça soit du Mallarmé ou du Hugo, on n'est pas pris. Panorama des Pupeaux, on le lit ensemble si vous voulez bien. Je ne l'ai pas projeté en diapo parce que je me remarquais la dernière fois que c'était lisible vu de loin. Faisons maintenant quelques commentaires sur le panorama, qui est vraisemblablement l'attraction la plus importante de toutes celles offertes par Pau. C'est écrit à la fin du XIXe siècle, et Pau a déjà cette réputation de ville au pied des Pyrénées qui s'est dotée de beaucoup d'atouts touristiques. Alors la plus importante, c'est le coup d'œil. Par une claire journée, tout est dit. Si vous arrivez un jour de mauvais temps ou une semaine de mauvais temps, les Pyrénées, elles s'arrêtent juste après la gare, hein, à Pau. Voilà. Quand il est visible, le panorama de Pau est sans conteste quelque chose d'une suprême grandeur et de beaucoup de charme. Il y en a peu de semblables en Europe, s'il en existe d'autres. Lorsqu'il regarde vers le sud, le spectacle, on a déjà dit, peut apercevoir au premier plan le Gave qui coule et qui scintille à 50 mètres en contrebas. C'était juste avant, certainement, qu'on mette le chemin de fer, ou alors on l'avait mis, il l'avait pas vu. Au milieu des prairies et des arbres du vert le plus intense. Quelques lignes que j'ai passées parce qu'elles ne présentaient pas d'intérêt. Derrière le Gave, vous apercevez une masse confuse de collines ondulées et, plus loin, les Pyrénées, majestueusement, surgissent comme un mur bleu, blanc et scintillant, de 100 km de long, des collines de Montrégeau dans la lointaine extrémité est, jusqu'au modeste pic d'Annie, sud-sud-ouest de 1504 mètres. C'est là qu'on voit qu'il exagère. Hein. Si c'est pas au-dessus de 3000, Rossel, il n'en parle pas. Voilà le pic d'Annie, j'ai fait exprès de le garder sur la photo. Quoique de nombreux sommets sur une aussi longue ligne s'élèvent à 2700, voire quelques-uns à 3000 mètres et plus, il y en a qu'un, c'est le Vignemale, vous avez vu, il est tout petit, hein, sur la skyline. La hauteur moyenne de la chaîne, telle qu'on peut la voir de Pau, n'excède pas 2600 mètres ou 8700 pieds environ. Pourquoi parler en pieds? C'est parce qu'il y a des Britanniques qui vont lire Russell, et que Russell est lui-même irlandais par son père, sa mère étant de la Gascogne gersoise. Le spectateur, 2 fois le spectacle, est beaucoup trop près pour apercevoir la frontière. Si c'est écrit en italique, c'est que c'est en italique in text. Hein. La frontière plus élevée qui s'étend derrière, et encore moins les pics espagnols avec lesquels les Pyrénées atteignent leurs plus hautes altitudes, le Netou, 3404 mètres, le Netou on l'appelle maintenant la Neto, les Posettes, 3367 mètres, le Perdido, le Mont Perdu, 3352 mètres. Et on reviendra sur la dernière phrase que nous allons lire, on y reviendra tout à l'heure. Ces pics sont tous en arrière-plan, dans le lointain, et aussi invisibles que ceux de l'Himalaya. J'ai été méchant quand même avec Russell en vous disant qu'il écrivait au kilomètre. C'est vachement beau comme texte. Hein. Voilà. Mais de le lire à voix haute, ça fait ressortir un texte. Je l'ai lu avec les yeux à toute vitesse, puisque je vous l'ai déjà dit, je prépare toujours mes cours au dernier moment, et voilà, donc je fais pas de poésie. Donc Russell en parle. Donc on a le panorama qui est embrassé d'un seul coup d'œil. On a les couleurs, les neiges étincelantes, mais tout à l'heure, dans le jeu de diapos que nous allons passer sur le PowerPoint, on verra des couleurs d'automne, des couleurs d'été. On a des couleurs changeantes selon les heures de la journée. Mais nous autres Pyrénéens et Pyrénéistes, pour beaucoup d'entre nous, nous savons que la lumière, elle change de quart d'heure en quart d'heure pour la montagne, avec aussi des couleurs qui changent selon la nébulosité. Quand tout est bouché, ça va pas.
mais quand il y a des écharpes de nuages et des écharpes de brume sur les Pyrénées depuis Pau, alors là, c'est un spectacle extraordinaire. Et comme a pu le chanter ont pu le chanter Luz de Nadao, Luz de Nadao, Naudao, c'est pas pareil. Au départ, ils étaient 3. Yakesh, Michel et Ninou, la dame. Et puis après, Jacques est parti parce qu'ils se sont, pas entendus. Et après, la dame a perdu sa voix, il ne reste plus que Jean. Alors, Luz de Nadao, dans une des toutes premières chansons, parlait de la montagne sous Besti de Novia. Alors, sous Besti de Novia, c'est Nobia. C'est pas de fiancée, hein. Une nobille en gascon, c'est une jeune mariée. Voilà, c'est très beau. Donc, on va retrouver ici la géographie théorisée par Éric Dardel, dont je vous parle souvent, dont j'ai cité l'ouvrage en bibliothèque. On a la dimension tellurique. Il y a quand même une montagne énorme qui est là, on la voit depuis Pau, on l'a dans la figure, on l'a dans les yeux, on pourrait dire on l'a dans la gueule, poum, elle est là. S'il va faire mauvais temps, s'il va pleuvoir, on a l'impression de pouvoir toucher de Pau étant les montagnes avec la main. Hein. Montagne claire, Bordeaux esquiou, pluie que des ségus. Ça veut dire montagne claire, Bordeaux, le nord obscur, vous pouvez être sûr qu'il va pleuvoir. En plus, c'est de la météo. Voilà, donc espace tellurique, espace, on va le dire, aérien, avec ces nuages, avec aussi le croulant, avec le déchiqueté. Le pic d'Agny est quand même magnifique, hein, en pyramide calcaire. Ça va donner au regard de l'observateur une expérience concrète des matériaux et des éléments climatiques. Et de ce côté-là, les Pyrénées de Pau, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas. Dans la description que je vous ai faite, on a vu que les grands traits, je ne vous ai pas dit toutes les autres montagnes, je ne vous ai pas parlé du pic de Sesque, je ne vous ai pas parlé, je vous ai même pas parlé du Merdansoun, que l'on voit de Pau, mais que l'on voit aussi de Naï. Je ne vous ai pas parlé des Gabizos, toutes ces montagnes qui marquent les gens. Pardon, je ne vous ai pas parlé du Montaigu. J'aurais dû commencer par là, histoire de faire un peu de pub, parce que vous savez, il y a un livre qui est paru sur le Montaigu, etc., etc. Voilà. Mais celle qui marque les plus les gens dans ce dédale de pic, dans ce dédale de vallée, c'est les plus importantes, qui jouent le rôle de géosymbole. Géosymbole, c'est un mot que je ressors souvent et que j'ai emprunté à Joël Bonnemaison, que j'ai mis en bibliographie, qui est un géographe qui est décédé voici une vingtaine d'années, parce qu'il a réussi sa crise cardiaque d'une façon magistrale, donc il n'y en est pas revenu. Et ces géosymboles marquent le paysage de Pau. Et en particulier, il y a le pic du Midi d'Ossau, il y a ce pic ébréché. En gascon, il y a des poètes du Félibrige au XIXe siècle qui ont écrit « Lu pic encantat à la crête esbrecade », le pic enchanté à la crête ébréchée. Alors maintenant, on sait très bien que c'est un bout de volcan et les spécialistes, on a bien vu à la première leçon que c'est un morceau de caldeira. Caldeira. Est-ce que vous avez vu sur Arte samedi soir cette remarquable émission sur l'Islande? Donc j'ai pensé à vous, je me suis dit, si j'avais fait cours lundi dernier, je leur aurais dit de regarder l'émission sur l'Islande, parce qu'il y avait des calderas remarquables, dont on imagine ce que devait être le pic du Midi d'Ossau au moment de sa création. Et pour les Palois, le pic du Midi d'Ossau, c'est le géosymbole
Un journaliste de la République de Pau l'a appelé la montagne de l'ours. Le voilà à gauche, pic enchanté, à la crête ébréchée. Et puis alors René Lolleray, il a eu l'idée de retourner la photo, comme vous le voyez sur la photo de droite, et ça vous fait une tête d'ours. Bon. On peut améliorer la perception avec 2 ou 3 verres de Jurançon. Et là, vous voyez des ours partout, comme Blanche-Neige. Vous voyez, ah non, c'est enregistré. Bon, voilà, bien. L'imagination peut circuler. Alors, Lolleray, d'écrire dans un article de La République que j'ai conservé, que j'ai cité en bibliographie, René Lolleray a fait une grave chute et il vient de décéder l'année dernière. C'est un journaliste avec lequel je m'entendais très bien, on partageait les mêmes valeurs sur la montagne et sur d'autres choses. Il a pu écrire L'Osso, dans cet article de la REP, voici une trentaine d'années. L'Osso, c'est notre Fujiyama à nous. La matérialisation de l'idée de montagne. La montagne qui précède les autres. Et il avait conclu son article en disant « c'est la montagne de l'ours ». Alors les Béarnais l'appellent parfois Jean-Pierre. Jean-Pierre avec plein d'interprétations. Alors on dit c'est parce qu'il y avait les frères Cadier, il y en avait un qui s'appelait Jean, qui s'appelait Pierre. Alors les frères Cadier, ils étaient 5, ils sont 3, 4 ou 5 par génération. C'est des enfants de pasteurs, vous voyez, hein, de la vallée d'Aspe. Donc il y en a beaucoup de Cadier. J'ai regardé les listes, il n'y a pas de Jean, il n'y a pas de Pierre. Par contre, il y a cette légende qui revient souvent, c'est 2 bergers qui gardaient leurs brebis en vallée d'Osso. Il y en avait un qui était gentil, il s'appelait Jean, il était plutôt petit, mais des gourdes, vous voyez, de genre demi de mêlée, demi d'ouverture. Et puis l'autre qui était le plus grand, on le voit là, c'est Pierre. Alors allez, on est en pleine légende. Ils gardent leur troupeau, bien sûr, de brebis et de vaches. Les méchants arrivent. Comme d'habitude, ils arrivent du sud. Hein, je ne vous dis pas ce que c'était comme ce genre, comme type de méchant. Voyez-vous, on est très connoté là culturellement. Et ils commencent à chasser Jean et Pierre, mais et eux, ils dispersent leur troupeau. Un bouc vient mordre Jean, qui est aussitôt secouru par Pierre, mais une mauvaise sorcière qui accompagne les assaillants les précipite dans le volcan qu'il y avait là. Et l'image du volcan, hein, elle est là. Disparaissant tel le phénix renaissant de ses flammes, sauf qu'il n'y a pas un phénix, mais là il y en a 2, ils rejaillissent, ils chassent les envahisseurs, etc., etc. Et à leur mort, il y a le grand et il y a le petit. Avec une histoire comme ça, le syndicat d'initiative de Pau peut baliser. Hein. Là, visite du panorama de Pau, là je vous passe 20 minutes, et les gens ne prennent pas de notes, les écoutent, parce qu'ils trouvent... Voilà, bien. Et c'est parfois l'oumoussu aussi. L'oumoussu, eh bien, l'oumoussu, c'est l'ours. Alors, bon voilà, alors, je ne savais pas qu'on disait l'oumoussu. Si on dit l'oumoussu, alors ça corrobore ce que je viens de vous dire. Mais Lolleray, il voyait, René, il voyait Lolleray, il voyait une tête d'ours. Alors ça se discute, hein. Donc je ne vous raconte pas les discussions sur sa tête d'ours, etc., etc. Voilà donc sur ce spectacle, cette chaîne de montagnes que l'on peut voir de Pau. Et on va passer à la seconde partie de mon premier grand volet. On va voir à Pau s'opérer au XIXe siècle une permutation du regard, une permutation méridienne du regard. Alors Pau, il y a eu une question au jeu des 1000 francs, des 1000 euros, citer 2 villes, 2 préfectures françaises en 3 lettres. Vous vous souvenez, il y a un mois et demi de ça.
Alors j'ai trouvé Gap tout de suite, hein, et j'étais en train de me dire, mais quelle est la troisième Jubivan? C'est pas possible. J'ai pas trouvé. C'était Pau. Heureusement, le candidat a trouvé, ou la candidate, je me souviens pas. Pau, ça veut dire pieux en gascon. Il y avait des pieux dans le Gave. Au-dessus, et je vous ai fait donner le crowbar qui est tiré du livre de Christian Desplat, et là j'ai un peu triché, j'ai mis et aïe, ça veut dire et les autres. Les autres, c'est Michel Papy, c'est le photographe, comment il s'appelle, Sorbet, et puis il y en a un quatrième, mais enfin, ils ont fait un livre qui s'appelle Histoire de Pau, je l'ai mis en bibliographie, qui est paru chez Privat, que vous trouvez dans les bonnes bibliothèques parce qu'il est épuisé, vu que c'est un vieux bouquin et qu'on ne l'a pas réédité. Donc Pau est sur une terrasse fluvio-glaciaire, plutôt fluviale, qui domine d'une quarantaine de mètres le Gave de Pau. Ce Gave de Pau va divaguer en pleine de branches, ce qu'on appelle en gascon une saligue. Et comme le Gave divague, eh bien l'eau est moins profonde, alors il y a un passage à gué. Et pour marquer le passage à gué, parce qu'il y a quand même des crues ou des hautes eaux, on va planter des pieux dans le gravier pour que les gens passent à peu près à gué, hein, comme dans les romans historiques là, de Walter Scott, etc. Ou comme dans Indiana Jones, vous savez, les passages secrets, il ne faut pas passer à droite ni à gauche. Non, là, il ne faut pas tomber dans le trou d'eau. Voilà, des pieux, Pau, on passe à gué, au-dessus il y a la ville, mais pour surveiller le gué, les seigneurs, très tôt, est un château. Un château qui est défendu par la bordure dont je viens de vous parler, qui est défendue aussi par un ruisseau qui a entaillé la terrasse, qui s'appelle le Hédas. On parle du ravin du Hédas, si vous connaissez Pau. C'est là qu'on trouve des places de parking au fond, souvent. Hein. Et après, on se rend compte que pour aller faire les courses en ville, il faut monter. Voilà. Donc, un château qui va être embelli, etc., jusqu'à maintenant. Les grands embellissements, c'est les derniers, c'est Napoléon III, mais Gaston Phébus fait construire une de ces tours en pierre, en briques rouges, comme celle de Montané, comme celle de Mauvezin, comme celle d'Orthez, vous voyez, avec son architecte qui s'appelait Sicard de Lorda, qui était un architecte qui venait de Perpignan, et vous avez le même genre de tour au Castillet à Perpignan. Il s'agissait de construire vite pour pouvoir surveiller le gué, percevoir les péages, éviter les tricheries et surtout affirmer que les princes de Béarn étaient bel et bien là. Alors on va construire ici, et je l'ai surligné un peu sur la carte, mais il n'y avait pas beaucoup d'encre dans le tonnerre de ma photocopieuse. On fait une muraille, et Pau va tourner autour de son château avec un bourg, comme Tarbes, hein, un faubourg, avec le marché, les marchands dehors, hein, Orbengut dehors. Voilà, et on s'enferme le soir. Alors il y a des vicissitudes, bien sûr. Pau va devenir le siège, après plein de vicissitudes, d'un parlement, c'est-à-dire c'est Louis XIII qui le décide. Il regroupe le Parlement de Navarre et le Parlement de Béarn, et il va les mettre à Pau, ce qui va... Un Parlement, sous l'Ancien Régime, était chargé d'enregistrer les édits royaux et de faire éventuellement des remontrances au roi. Et aussi de juger les affaires de justice importantes, celles qui ramènent de l'argent. Voilà, donc Pau va être une ville de commerçants, va être une ville d'artisans, mais petite, hein, et puis aussi une ville de, comment dirais-je, de robins, de magistrats, d'avocats, d'huissiers, vous voyez. Alors ce qui fait qu'on se moquait d'eux, les Palois c'est des gratte-papiers. Palouais, c'est gratte-papier, vous voyez, donc ça veut dire, bon, procédurier, un peu radin, voilà, Pau, et qui tourne le dos à la montagne, hein. Rien à faire du sud, et bouf,
Non, non, c'est. Et puis les montagnes, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'on les invente, comme dit José Cubero, elles faisaient peur, c'était affreux. Avalanches, ours, loups, gens sauvages, hein, légendes des géants avec un seul œil, les bécutes, bon, en fait, épouvantable. Et puis, à force de se marier entre eux, là-bas, dans les hautes montagnes, on disait, ouh là là, il y a de la consanguinité. On ne disait pas consanguinité, on ne disait pas comme ça. Mais je ne vous raconte pas ce qu'on disait. Voilà. Alors, Pau vit sur elle-même. C'est une petite ville qui, quand même, marque l'histoire avec des princes qui ont une idée du statut étatique de leur possession. Vous en avez un parmi eux qui est remarquable, c'est Gaston de Foix, dont le second prénom après Gaston est Phébus. Voilà, Gaston Phébus, on l'appelle Gaston Phébus. J'ai un de mes petits-enfants qui s'appelle Phébus, en troisième prénom quand même. Hein, parce que, en premier, ses parents l'ont appelé François. Hein, mais bon, ils voulaient faire plaisir aux grands-parents, donc ils ont dit Phébus, voilà. Donc, c'est Gaston Phébus qui va construire ce bout de rempart là. Mais Pau toujours sera le même. Et puis un prince que vous connaissez, c'est Antoine de Bourbon, qui va avoir un gosse, qui va naître le 13 décembre 1553. Je regarde bien mes notes parce que moi, vous savez l'histoire, hein, c'est comme les recettes de cuisine, il faut lire avant. Hein. 13 décembre 1553, naissance dans le château de Pau, d'Henri de Bourbon le père et de Jeanne d'Albret la mère, d'un petit gosse qu'on va appeler Henri de Bourbon, qui deviendra roi de France sous le nom de Henri IV. Et si vous allez visiter le château de Pau, on montre son berceau, c'est une coquille de tortue que l'on a restaurée récemment, parce que c'est du patrimoine. Et la légende dit que, bien sûr, on l'a baptisé avec 2 gouttes de Jurançon, et puis un peu d'ail dont il sentait très fort, etc., etc. Et ça va nous faire Henri IV. J'ai déjà cité Henri IV tout à l'heure en me disant Paris vaut bien une messe. Sa mère, c'est Jeanne d'Albret. Elle fait des pieds et des mains pour venir accoucher à Pau. Et que le gosse naisse en Béarn, pour bien montrer que c'est un prince de Béarn. Et c'est enceinte, grosse, de 7 mois, 8 mois, qu'elle va faire le voyage. Et à l'époque, c'était pas des Audi, les voitures de fonction, ni des Mercedes bien suspendues. Eh bien, ça tient. Une sacrée bonne femme, j'ai pas mis de photo, mais un peu austère, protestante, patati, patata, qui préfère Orthez à Pau, parce qu'à Orthez il y a davantage de protestants qu'à Pau, etc., etc. Et après plein de vicissitudes, des guerres de religion qui a bon dos pour cacher des ambitions politiques, économiques et sociales. C'est Henri IV qui devait mettre fin aux guerres de religion en abjurant le protestantisme et en se convertissant au catholicisme. Voilà, vous y croyez vous? Moi non. Non, c'est un opportuniste, vous voyez. Voilà, un Béarnais très fin. Alors, petit gosse, il va être élevé sous la férule de son père et de sa mère. Son père, Antoine, il est gentil, quoi. C'est Jeanne qui tient les rênes. Forte personnalité, Jeanne d'Albret est la fille de Marguerite d'Angoulême. Et je raccroche avec l'université de Tarbes et de la Bigorre, du temps libre de Tarbes et de la Bigorre, puisque Marguerite d'Angoulême, qui a écrit l'Heptaméron, qui se passe à Sarance, termine ses jours au château d'Odos. Vous voyez, on est dans le coin, hein, vraiment. Voilà donc Henri IV, qui devient roi de France, mais qui d'abord a été roi de Béarn, et qui a été roi de Navarre. Donc nous avons là une grosse filiation historique. C'est pas une ville seigneuriale ordinaire, c'est quelque chose d'important.
Et même quand Pau n'était pas capitale du Béarn, que c'était Morlas, les Palois se sont débrouillés pour avoir l'hôtel de la Monnaie. C'est eux qui battaient monnaie. Il y a encore une tour de la Monnaie. Elle est cartographiée ici. Et vous la voyez ici sur la photo. Voilà. Sur cette photo, cette gravure, photo d'une gravure de la fin du XVIIIe siècle. Donc, à Pau, on a une vision à long terme. On fait de la politique au sens urbain du terme. On veut que la ville soit forte, soit grande, même s'il n'y a pas de grands moyens. Autour, une campagne opulente, le Béarn, avec de l'élevage, du vignoble, et puis ces réserves d'espace avec les estives de la montagne. L'argent ne manque pas, il y a du commerce. On fait des bérets, des espadrilles, il y a une petite métallurgie, on fait du papier, comme à Tarbes d'ailleurs, que je le dise tout de suite. Voilà, s'il y a une chose qu'on ne regarde pas, c'est vraiment la montagne. 19e siècle, changement. Et avant le 19e siècle, changement au 18e siècle. Après Descartes, on découvre qu'il y a la nature. On découvre qu'il y a la nature pour bien affirmer que l'homme doit dominer la nature, maître et possesseur de la nature, sentiment de la nature. À mesure qu'on va la mettre en valeur, on va se dire hop, elle est fragile. Dans une espèce de balancement qui se continue encore actuellement. Hein. Bon. Et sentiment de la nature au XVIIIe siècle, qui se développe. Je ne vous parle pas de Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Holbach, d'Alembert. C'est le siècle des Lumières. Fin 19e, fin 18e, début 19e, les aventures de Napoléon Ier, vous les connaissez, j'y reviens pas, c'est de l'histoire, je n'ai pas préparé de notes avec des dates. Il n'empêche que ça se termine très très mal. D'abord en Espagne, après en Russie. Et pour ceux qui ont fait l'excursion de Maubourguet, la journée que nous avons fait cet automne à Maubourguet, on a vu se battre sur les ponts de Maubourguet l'arrière-garde de l'armée des Pyrénées, de l'armée napoléonienne qui retraitait d'Espagne et se dirigeait vers Toulouse, avec l'avant-garde des British, des Anglais, commandés par Wellington, et qui leur tiraient dessus au pont de Maubourguet. Et ces Anglais, ben, ils ont gagné. Il y a eu la bataille d'Orthez, il y a eu des escarmouches à Maubourguet, il y en a eu avec en Bigorre, et on a offert un séjour tout frais payé à Napoléon, d'abord à l'île d'Elbe, d'où il s'est barré le plus vite possible, et ensuite, pour être sûr qu'il ne reviendrait pas, on l'a mis à Sainte-Hélène. Ça vous c'est Sainte-Hélène? J'y suis passé au large, avec un navire, je vous l'ai raconté, non? Bon, je raconte pas. Oui, bon, j'étais sur un navire anglais qui faisait Cape Town, Southampton. J'étais sur ce navire et il devait débarquer des caisses, des conteneurs. Il n'y avait pas d'installation, c'était un gros paquebot, un gros navire, hein, anglais de la péninsulaire et orientale. Il ne pouvait pas débarquer à Sainte-Hélène. Donc on nous avait dit, s'il fait beau temps, vous pourrez mettre pied à terre. C'était un navire uniquement d'Anglais et d'Écossais, hein, qui rentrait d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Nord parce qu'il y avait la guerre. C'était en 1976. Bon, alors nous, les Français, on était 4, du francophone plutôt, parce qu'il y avait des Belges, on était 6, des Belges et des Suisses. On nous avait dit, vous irez à Sainte-Hélène s'il fait beau temps. On arrive à Sainte-Hélène, une tempête, comme jamais. Bref, les caisses ont été débarquées de nuit, on n'a pas vu comment, j'espère qu'il n'y en a pas qui sont tombés à l'eau, et nous on n'a pas pu aller à terre. Et je me suis dit, ils avaient bien choisi l'endroit pour aller planquer Napoléon Ier, là-bas au fond de l'Atlantique Sud. Alors tout le monde dit dans les textes, c'est une île insalubre, etc., etc. Mais non, Sainte-Hélène, c'est une île à club Méditerranée maintenant, et vous le savez. Un aéroport, des paillotes, tout le monde est content, le ciel est bleu quand il fait beau. Voilà. Mais, dans cette défaite des armées napoléoniennes depuis l'Espagne vers le sud de la France, et cette retraite poursuivie par les Britanniques qui leur tapent dessus à coups de bouclier comme dans Astérix, vous savez, mais là, sauf que les rôles sont inversés, les Britanniques arrivent à Pau,
Il y avait déjà des voyageurs qui étaient venus à Pau et qui avaient dit mais cette Palois, mais ça va pas. Ils ont une chaîne de montagnes remarquable et ils tournent le dos. Et là à Pau, il y a il y a Wellington qui met son quartier général avec ses officiers, avec ses hommes de troupes. Vous savez comment marche l'armée, les hommes de troupes, l'encadrement d'officiers, et on découvre les beautés de Pau. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, regardez la chaîne, on voit le pic du Midi d'Ossau, d'autant plus qu'on est en plein petit âge glaciaire, que les Pyrénées sont couvertes de neige et de glaciers comme elles ne le sont plus maintenant. Autrement dit, la pensée de Lamartine que nous avons vue tout à l'heure, c'est une pensée du XIXe siècle, qui ne s'applique plus tout à fait au panorama que nous avons maintenant. Donc, premier voyageur britannique, fin 18e, début 19e, 1814-1815, occupation britannique, 1820, ils reviennent, qu'est-ce que c'est bien, et là, vous avez un homme qui va faire franchir le pas, vous allez voir, hein, comme quoi. Il n'était pas sur TikTok, mais ça a bien marché quand même. Prénom Alexandre, nom Taylor, né en 1802 à Édimbourg, décédé en 1879 à Londres, enterré à Pau. Profession médecin, il écrit un livre, traité sur le climat de Pau et le bienfait des eaux minérales des Pyrénées sur la santé. Pourquoi Taylor écrit-il ce livre? C'est un médecin militaire dans l'armée anglaise. Il chope une dysenterie extraordinaire quand il est à Saint-Sébastien. Vous savez ce que c'est la dysenterie? Je ne vous explique pas, on sort de table. Bon. On l'amène à Pau parce qu'on lui dit là l'air est mieux, il y a moins de... C'est pas Saint-Sébastien quoi. Il n'y a pas l'air marin qui rentre trop dans les poumons. Non, va te reposer à Pau. Il y va et il y rit. Et il va faire ce livre, mais en étayant sa thèse avec toute une série d'observations cliniques, d'observations statistiques, de témoignages, de localisation de ressources en eau thermale. Et il diffuse ça en Angleterre, c'est un succès monstre, pas un succès populaire, hein. C'est pas diffusé en opuscule vendu toutes les semaines 3 sous, non. Mais la gentry, les gens riches lisent ce livre et disent mais voilà où il faut aller passer l'hiver. Parce qu'à l'époque, on ne va pas chercher le soleil de l'été, il est trop chaud. On reste dans le nord de l'Europe, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, dans le nord de la France, en Allemagne après. Alors voilà, de plus en plus, après le docteur Taylor, dont vous voyez la photo, ici, il y a un vitrail du temple protestant de la rue Serviez à Pau, qui représente le docteur Taylor, signé, etc. Faut le savoir. Nous avons une colonie anglaise qui va venir à Pau et passer l'hiver. Alors on ne dit pas les estivants, hein, on dit les hivernants. Et dans l'état-major de Wellington, il y avait déjà des gens qui jouaient au golf, des Écossais. Ils trouvent dans la saligue du Gave, du côté de Billère, ils trouvent une grande plaine bien plate, ils vont jouer au golf. Le premier golf continental installé en Europe, c'est celui de Billère. Déjà, c'est pour l'anecdote. C'est le début de toute une série d'équipements de luxe dont je vais essayer de ne pas vous oublier les éléments. Le golf, j'en ai parlé. J'ai parlé du circuit automobile, ça viendra après, mais ça fait partie. On continue. Donc voilà, ces gens-là, 300, 400, mais ça fait du monde, hein. Ça fait du monde dans une ville de 11 000 habitants. Et puis c'est des gens qui ont de l'argent. Et en face, il y a les Palois, la bourgeoisie paloise. Palois, c'est gratte-papier. Là, il y a un coup à jouer. Et ils vont jouer le coup.
l'accueil, d'abord le bed and breakfast béarnais de l'époque, ou le Airbnb si vous voulez, mais haut de gamme. Et ça marche de plus en plus, ce qui fait que il y a des Anglais. Pau est dans le circuit avec Naples, avec les Alpes. Et on dit aux gens, venez vous reposer à Pau l'hiver, vous irez voyager plus tard. 1863, le train arrive à Pau. Terminé les voyages en diligence, on peut y venir en train. Et c'est là que je place la troisième partie, le troisième volet de ma première partie, la construction du boulevard des Pyrénées. Un chantier extraordinaire. Il va s'agir de construire un boulevard sur le rebord de la terrasse que je vous montrais tout à l'heure. Là, voilà. On va construire un boulevard, d'abord ici, qu'on va appeler le boulevard du Midi, et puis ensuite d'ici jusque-là, jusqu'au parc Beaumont, qu'on va appeler le boulevard des Pyrénées. Là, on va faire un parc, le parc Beaumont, en détruisant une maison anglaise d'ailleurs, et en prenant une partie des terrains du lycée Louis Barthou, il faut le savoir. Et puis là, on va faire un deuxième parc, le parc du Château, qu'on va relier avec un pont qui passe sur la rue de Marca, sur la route d'Espagne. Et pendant 2,5 km, nous allons avoir une promenade le long des Pyrénées. Waouh! Et tout ça financé par... Et financé par qui? Par les Palois. Avec un retour sur investissement pas mal. Faut bien le dire. Donc, première partie terminée en 1872, celle-là, allée du Midi. Deuxième partie, le boulevard des Pyrénées lui-même, terminé en 1891. Sauf que, là, regardez, on le voit bien sur la photo, c'est vachement abrupt. Il faut faire un boulevard. Alors on va construire des arches, on va faire du terrassement et surtout on va faire appel à un monsieur qui sait faire, qui s'appelle Jean-Charles Alphand. Alors dans la saga paloise, on vous parle de l'ingénieur Alphand qui construit le boulevard des Pyrénées, comme s'il était natif de Billère ou de Gelos. Mais non, c'est un Parisien. Non, c'est un Lyonnais, je crois, ou quelqu'un qui vient du Jura et qui a fait toute sa carrière à Paris, à construire des boulevards, à construire des parcs. Il est ingénieur, il est polytechnicien, avec un sens politique extraordinaire, puisqu'il va servir tous les régimes successivement. Il va d'abord servir la monarchie de Juillet, la Seconde République, l'Empire de Napoléon III, il va faire des choses absolument remarquables, création du bois de Boulogne, qui à l'époque était la banlieue de Paris, et sa dernière grande œuvre à Paris, ça sera la préparation de l'exposition universelle de 1880, tous les alignements d'arbres, là où on fait la Tour Eiffel, voyez-vous, quelque chose de fantastique. Quand il meurt, en 1891, funérailles nationales. On se souvient des funérailles nationales de Victor Hugo, mais les funérailles nationales de Jean-Charles Alphand, on en parle moins. Et c'était quelqu'un de très très connu. Alors que font les Palois? Ils le font venir, il vient en train, et il va vous construire un boulevard. Il va faire l'architecture, et voilà. D'abord, alors là on la voit mal. Vous la voyez bien quand même? Vous la voyez mieux? Vous voyez? Bon, là vous avez les hôtels d'anciennes villas qui vont être... Vous voyez, il reprend des arcades. Là-dessous, vous avez le parking souterrain maintenant, là, vous savez, au bout de la place. Il fait des arcades et, vous voyez, ça vous donne ça. On va planter des arbres, des palmiers, oxymore, opposition des contraires. Les palmiers, ça fait tropical, patati patata, et au fond, les glaciers. Union des contraires, c'est Pau.
Et les Palois vont jouer là-dessus, mais pas uniquement pour la ville, pour le vignoble du Jurançon, pour le rubis, pour plein de choses. Voilà. Donc Alphand construit ce chantier qui est un chantier formidable. Alors, comme chaque grande entreprise, il y a les détracteurs, bien sûr. Vous vous souvenez que quand on a construit la tour Eiffel, Eiffel a signé un papier: je construis cette tour de 300 mètres de haut, mais dès que l'exposition universelle sera terminée, promis juré, je la détruis. Heureusement qu'il n'a pas détruit. On se demanderait ce qu'on aurait comme symbole parisien maintenant. On aurait autre chose, mais enfin, quand même. Voilà. Et on va organiser toute la ville autour de ce château, avec à la jonction du boulevard du Midi et du boulevard des Pyrénées, on va construire la place royale, qui dans un premier temps sera plantée de tilleuls, préconisé par Taylor, le fameux médecin, qui est allé mourir à Londres, mais qui est revenu, ses enfants l'ont fait revenir à Pau, pour qu'il soit enterré auprès de sa femme. Taylor est au carré anglais, britannique, pardon, parce que Taylor était un Écossais, c'est pas un Anglais, nuance, au carré britannique du cimetière de Pau. Donc, allée de Tilleul, au fond, la mairie, mais une mairie toute seule, ça va pas, on fait un théâtre. Au bout du boulevard des Pyrénées, on fait un palais d'hiver, avec une immense verrière, sous laquelle on va créer un jardin de type tropical. On a été obligé de ne pas suivre parce que ça coûtait vraiment trop cher. Et de pluie et de grêle, les vitres cassées. Mais c'est actuellement le Palais des Congrès de Pau, que vous connaissez peut-être. Il y a eu longtemps le casino de Pau qui était là, mais on l'a changé de place pour le mettre à côté de l'échangeur de l'autoroute, parce que les clients de casino sont davantage férus de bandits manchots que de références historiques. Voilà, mais non, mais c'est bien, il faut de tout pour faire un monde. Moi, personnellement, je joue au loto, hein. Voilà. Si je gagne le gros lot, je vous le dirai pas. Voilà. Bien. Et voilà Pau qui va s'embellir avec une vie urbaine de façade. Il y a un cercle anglais. On va créer un attelage de chasse au renard qui existe encore, qui s'appelle le Pau Hunt Drag, avec une maison qui est sur la route de Morlas, avec un attelage de chiens. Alors le Pau Hunt Drag, c'est la chasse au renard anglaise. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un renard que l'on garde prisonnier, on le laisse uriner, on fait 2 ou 3 bidons d'urine. Alors après, on va faire un tracé en mettant de l'urine dans la campagne sur une quinzaine de kilomètres. Voilà, 2 heures de chasse. Avec des contre-hauts, des contre-bas, des fossés à franchir. C'est le béant d'avant les maïs, hein. Donc on est vers Soumoulou, voyez-vous là, dans les grandes plaines. On est sur le pont long, et vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, je n'ai pas terminé. On lâche le pont au renard? Non, on lâche pas le renard. On lâche les chiens qui suivent la trace du renard. Et les chevaux suivent la trace des chiens. J'ai fait 3 chasses comme ça. C'est très marrant. C'est pas de la chasse, hein. C'est pas la chasse à court où on se paye le gibier, non. Là, on suit. Alors, clac, 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 on saute, on se casse la figure, on remonte, patati. Au bout, les chiens sont complètement affolés. On prend le renard, on le donne aux chiens, ils le mangent. Et oui, bon. Et alors après, c'est très anglais. On se change. Le pape, ce qu'il faut, et on va, avec beaucoup de distinction, absorber le maximum de boissons alcoolisées dans le minimum de temps. Voilà, très britannique. Mais toujours digne, hein. Rougeâtre, timbrique, mais digne. Voilà. C'est les Anglais à Pau qui vont marquer cette ville avec une sociabilité extraordinaire. Pierre Tucochala, qui fut mon professeur d'histoire à Bordeaux, médiéval à Bordeaux, mais qui était
aussi à Pau. Si j'ai le temps, je vous en reparlerai de ces échanges d'universitaires. Pierre Tucauchal a écrit un livre que j'ai mis en biblio, qui s'appelle Pau, ville anglaise. Alors, ces Anglais vivent dans des hôtels magnifiques, Hôtel Gation, Hôtel de France. On verra l'Hôtel Gation sur une diapo après. Et puis, autour de Pau, mais en prolongement est et ouest, je vais revenir à cette carte que j'avais mis en illustration, mais qui finalement, vers ici et vers là, jusqu'à Billère, et là jusqu'à au-dessus de Bizanos, ils vont construire des villas. C'est-à-dire, c'est pas des châteaux, c'est pas des pavillons, c'est des grosses demeures cossues, dans le style anglo-normand Deauville, si vous voulez, ou Tintin à faire tournesol, vous voyez, voilà les villas, et ils donnent des fêtes, il y a des bals, il y a une vie mondaine. Et là, vous avez le personnage de Russell, dont je vais parler tout à l'heure, et qui va se placer. Je regarde l'heure. Ça finit à quelle heure, là? Waouh! Bon, très bien, il faut que je me dépêche quand même. Voilà. Je vous ai dit que la mairie, il y a un théâtre. Au bout, il y a le casino-théâtre, les hôtels de luxe, les villas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour pimenter le tout, on va planter au pied, je vous l'ai dit, oui. On va planter au pied de la pente, on va planter des palmiers, et puis on va construire un réseau de tramways, voilà, de tramways électriques, avec une usine pour faire l'électricité qui marche au charbon, et qu'on va implanter à côté de la gare, parce que le charbon, il arrivait par chemin de fer, il arrivait des houillères des Asturies ou de Carmaux, et voilà. Et Pau a une espèce d'aura de ville où il fait bon vivre, voilà. Et je vais maintenant voir dans une deuxième partie le va-et-vient qui va s'instaurer entre Pau et les Pyrénées. Ah oui, je termine cette partie avec toujours vue sur les Pyrénées. Alors voilà la façade actuellement, hein, voilà ces grandes maisons qui ne sont plus des hôtels, qui sont transformés en appartements, mais très recherchés quand même, hein, voilà. Et puis avec des couleurs d'automne pour que ça ait un peu de gueule, une vue sur les Pyrénées qui est prise depuis le haut de l'église de Pau, de l'église paroissiale de Pau, de la vieille église. Et comment s'appelle l'église paroissiale de Pau? Saint-Martin. Alors, pour une dédicature d'église médiévale, Martin, ça montre que Pau est très enraciné sur le temps. Bon. Je vous ai donné les ingrédients, je vous ai donné la permutation. Maintenant, on va voir les regards. On va faire le va-et-vient, Pau-Pyrénées. Dans un sens et dans l'autre. Premier sens, les Pyrénées viennent à Pau. Il y a 27 km, je vous l'ai dit tout à l'heure dès l'introduction. Mais elles viennent à Pau par la balustrade du boulevard, on va voir comment. Et puis on va voir la ville en vogue, avec les Pyrénées toujours dans la vague. Hein. Et puis, on va voir, en troisième partie, on va parler, j'y tiens beaucoup, peu le fond, on va parler quand même des autochtones, des Palois, avec deux types de Palois, les Palois de la bourgeoisie et de la noblesse locale, et les Palois du peuple, parce qu'il y a toujours un peuple, très nombreux, et quelques éléments de l'aristocratie. Donc, on va voir ce va-et-vient, et pour commencer, la montagne vient sur la balustrade du boulevard, avec une leçon de géographie en plein air, un land art géographique à nul autre pareil. Qui le remarque? Sur le boulevard, on va faire une balustrade en fonte moulée, dans les fonderies d'Arudy. Il faudrait faire des recherches, mais j'ai plus le temps, je suis trop vieux. Je suis sûr que le métal, il vient des mines de Ferrières dans la vallée de Louzon.
Voilà, fonte moulée avec des indications. Et pour bien se repérer par rapport à la balustrade, pour bien viser, on va prendre la cheminée de l'usine des tramways. Les tramways ont disparu. L'usine a disparu. La cheminée est restée. Et souvenez-vous, dans les années 70, le penché, c'était presque la cheminée de Pise. Hein. Alors, qu'a fait la municipalité? André Labarrère, ensuite la suivante, Martine Linière, épouse Cassou, Yves Urieta, François Bayon, chacun suivant disant qu'il ne ferait pas comme le précédent, mais s'empressant de faire la même chose ou de continuer, on a refait la cheminée. Alors si vous allez la visiter, si vous allez vous allez voir la cheminée, elle est toute bon, elle est en brique, hein, mais le sommet il est tout neuf. Parce que tac, on l'a redressé. Et alors vous visez, pic du Midi d'Ossau, poum, vous le voyez, 2885 mètres, 43, pour reconnaître un sommet, viser le paratonnerre de l'usine des tramways et lire son nom sur la plaque. Ben, c'est de la géo, hein, et programme de première. Hein. Ou de CM1 à l'école primaire, hein, ou de classe de 3e au collège. Je parle sous le contrôle de mon collègue. C'est encore ça les programmes? Pas en première. Pas en première, oui, bon, c'est vrai. Voilà, je me savais bien, j'ai vu à ton regard que j'étais pas bon, sur le coup. Voilà, alors à l'origine, ça a été installé en 1900. Donc, un mois après l'inauguration de la balustrade et du boulevard. Vous vous rendez compte? On crée ce livre en fonte en même temps qu'on construit le boulevard. C'est quelque chose de pensée que je trouve remarquable. On a beaucoup tendance à dénigrer les petites villes, les bourgeoisies, vous savez, qui manquent d'ambition, d'imagination. Ah ben là, c'est quand même quelque chose de remarquable. Alors, je lis sur ma préparation. À l'origine du projet, 61 plaques étaient prévues, 47 pics, sommets et cols, 14 villes et stations thermales. Les Pyrénées viennent à Pau, mais Pau peut aller dans les Pyrénées, pas sur les sommets, hein. C'est réservé à quelques-uns, dont Rossel et les autres, je vais en parler, mais dans les stations thermales, faire trempette. Ce qui a manqué à Pau, c'est le génie de celui d'Argelès, qui est allé capter les eaux de Gazost, pour les faire venir à Pau, pour les faire venir à Argelès, obtenir l'autorisation d'ajouter Gazost à Argelès, et faire de Gazost une station thermale où il n'y a pas de source thermale. Avec un peu de moyens, mais je suis sûr qu'ils y ont pensé, il faudrait aller voir dans les archives, faire une conduite d'eau qui vienne des Aubonnes, un établissement thermal, là au pied du boulevard des Pyrénées, et on fait trempette sans aller aux Aubonnes. Mais enfin bon, ne rêvons pas. Nous avons là un aller-retour, un croisement montagne-ville bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société? Je vous parle des Anglais, oui, pauvre ville anglaise, mais l'argent attire l'argent. La célébrité attire les célébrités. La jet set, alors là on devrait dire la railway set de l'époque, parce qu'on se déplace en chemin de fer, en première bien sûr, vient à Pau, et avec les Britanniques, Anglais, Irlandais, Écossais, Gallois des mines de charbon, pas les mineurs, hein, non, les patrons de mines. Vous avez aussi des Allemands, des Belges, des Russes, des Français du Nord, et beaucoup d'Espagnols. Pourquoi beaucoup d'Espagnols? Parce qu'en Espagne, à la même époque, c'est les guerres carlistes. Vous savez, les fameuses guerres carlistes dont nous avions parlé dans cette excursion que nous fîmes là, avant le Covid, dans un pays de guerre carliste. Alors, les riches Espagnols, bon, ils étaient en guerre carliste, bien sûr,
mais surtout ils allaient se planquer là où ils risquaient pas grand-chose. Parce que, alors ils venaient à Pau. Et nous avons une colonie espagnole, mais alors de gens riches, très importante. Et nous avons dans le bas de Pau une colonie espagnole de pauvres gens réfugiés de la guerre civile carliste qui faisaient les métiers que les plus pauvres des Béarnais et des Palois ne voulaient pas faire. Voilà. Hôtel de prestige, les villas dont je vous ai parlé, ce fameux quartier Trespouey, qui est encore le quartier huppé de Pau, le parc Beaumont, le golf à Billère, la chasse au renard, le tennis, le champ de course, et puis on parle de Pau à Paris, dans les gazettes, parce que c'est renommé. Où étiez-vous cet hiver? J'étais à Pau. Voilà, ça faisait bien. Tout ça va être cassé par la Première Guerre mondiale. Ça va s'arrêter. Mais de 1850 à 1914, pendant 60 ans, à fond. Et depuis, les Palois n'ont pas perdu le Nord, hein. Ils continuent de jouer sur cette proximité, en y ajoutant en plus l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, dans cette histoire, vous avez des personnages célèbres, qui viennent. Le futur roi d'Angleterre vient à Pau régulièrement, là vous savez, celui qui buvait du Perrier et qui attendait que la reine Victoria décède pour prendre sa place. Chaque siècle vous avez le même cinéma. Et puis vous avez les pyrénéistes. Alors je tiens à parler des pyrénéistes parce que là il y a un rôle qui est très particulier et qui est à la fois essentiel par rapport à ma leçon et secondaire. Secondaire, ces pyrénéistes, eux, ils viennent pas regarder le panorama des Pyrénées. Hein. Ils vont monter les montagnes. Ils vont conquérir les plus hauts sommets. Ils vont faire les courses les plus périlleuses. Et ils vont l'écrire, comme nous le disons, hein, ascensionner, gravir et écrire. Bien, sentir. Mais ils s'arrêtent à Pau. Il s'arrête à Pau à l'aller et au retour. Et parmi ces pyrénéistes, il y en a un qui va y vivre à Pau. Il est à Pau l'hiver et à Biarritz l'été. C'est le fameux Henri Russell, dont je vous ai lu un texte. Et nous avons fait une leçon sur Russell en 2016-2017. Ceux que cela intéresse, je peux leur envoyer. J'ai pas fait circuler la feuille d'émargement. Je vous prie de m'en excuser. Alors, ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés s'inscrivent et marchent. Et ceux qui sont intéressés me donnent leur nom avec leur adresse mail bien écrite, of course, et je leur enverrai le topo sur Russell qu'on a fait juste avant le Covid. Alors Russell, c'est un personnage. C'est une force de la nature, il est grand, il mesure 1m90, il est déjà enjambé, il a une espèce de démarche, il a un petit pet, père irlandais, mère gasconne, il fait le tour du monde, il va partout, pas dans l'Himalaya, mais il va dans les Andes, il va aux Indes, si il va dans l'Himalaya, mais il va en Asie centrale, de l'autre côté de l'Himalaya, au cours duquel il dilapide d'ailleurs une partie de la fortune familiale. C'est lui qui va louer les fameuses grottes, vous savez, sur le glacier d'Ossou, mais comme je vous en ai parlé 20 fois, je n'y reviens pas. Il dort là-haut, dans le froid, avec enveloppé dans une peau, dans une espèce de sac à viande, mais en peau d'agneau. Il a 3 grottes, la grotte des serviteurs, la grotte de Russell, et puis la grotte des invités, dont les dames. Voilà. Il est resté célibataire tout le temps, mais pas chaste pour autant. On raconte qu'il avait eu une histoire d'amour avec une jeune protestante et que la famille Russell, catho à 110%, avait refusé l'union. Mais ça, je vous le dis, c'est pour Closer, bien sûr. Hein. Voilà. Dans ces pyrénéistes qui passent, qui séjournent, qui écrivent sur Pau, vous avez une forte proportion de protestants.
protestants calvinistes, protestants luthériens, anglicans et évangélistes. Il y a un temple luthéro-calviniste, parce que à force de se diviser, on ne peut pas entretenir trop de temples. À Pau, rue Serviez, vous avez une église protestante, rue O'Queen. O'Queen, c'est un palois, mais avec une mère anglaise. O'Queen, c'est celui qui a traduit en français le bouquin de Taylor. Le monde est petit, hein. O'Queen. Et l'église protestante existe toujours, fonctionne toujours. Elle a été cambriolée l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 8 000 € dans le coffre du presbytère. 8 000 €, enfin bon, passons. Je ne vais pas faire de commentaires sur... bon, voilà. Elle a été cambriolée, pourtant l'église, elle est en face du commissariat de police. Comme quoi, hein. Voilà. Bien. Alors, je vous cite les noms de ces Anglais qui passent protestants, mais c'est des noms de refuges et que vous connaissez, ou des noms de gens dont on a déjà parlé. De Candolle, Pyramide de Candolle, il est suisse. Vous avez Reclus qui passe, Lourdes-Rocheblave et Schrader qui passent. Vous avez Wallon. Wallon, il est de Montauban, mais il y a un refuge au Wallon. Vous avez Bailleselance, il y a un refuge Bailleselance, mais à Bordeaux, vous avez une rue Bailleselance, Adrien Bailleselance, parce que Bailleselance a été maire de Bordeaux. Vous avez les Anglicans, comme Pâques, encore un refuge, Maxwell Litt et John Stewart, qui a fait les premières photos de Pau et des Pyrénées, les premières photos en argentique de cette époque. Voilà, je vous ai cité O'Queen, vous avez bon, les presbytériens, etc., etc. Donc, je terminerai cette partie sur les gens de la gentry par la notation suivante. Pour chacun, Pau fonctionne comme un sas, une interface entre les Pyrénées et le reste du monde. Mais attention, hein, une interface select, une interface argentée, une interface aristocratique, une interface d'entre-soi. On ne se salue pas, on ne dit pas hey, comment vas-tu? Non, non, il faut être présenté. Voyons maintenant les gens du peuple. Je suis en retard. Alors, à côté de la ville, à côté des visiteurs, il y a les autochtones. Vous avez les commerçants, vous avez les gens de cette bourgeoisie de robe paloise, juges, avocats, avoués, etc. Mais vous avez aussi les paysans qui passent par Pau. Il y a un pont, mais le gué, il est toujours là. Les transhumants, ceux qui approvisionnent la ville en produits frais, ceux qui lavent le linge sale des villas et des hôtels. L'équipe de rugby de Bizanos s'appelle les lavandiers, parce que c'est là qu'il y avait l'endroit où on lavait le linge dans le gave. Voilà, puis vous avez les vignerons, vous avez tous les employés de ces maisons de riches. J'ai une de mes grands-mères qui, béarnaise, qui a été employée par une dame anglaise au début du XXe siècle, vers 1905-1910, qui est allée passer 2 hivers à Londres, sans jamais visiter Londres, puisqu'elle a été employée à la maison et les lois sociales n'existaient pas trop, et puis qui est revenue en Béarn, en pouvant dire tout le reste de la vie, je suis allé à Londres. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas EasyJet. Hein. Voilà. Tous ces gens-là parlent béarnais. Tous ces gens-là ne voient pas la montagne, comme les Béarnais d'avant. Ils sont immergés dans le paysage et ils n'ont pas cette vision esthétisante, qui est d'ailleurs la nôtre, hein, il faut bien le dire. Mais ils voient les visiteurs. Et ils voient les visiteurs dans une situation... Alors, les visiteurs, les voilà, hein, bien sûr. J'ai oublié de vous passer la diapositive. Mais ils voient les visiteurs dans une situation de dominé. Celui qui parle gascon
face à celui qui parle français ou anglais. Puisque ces Anglais de Pau parlaient tous en français, châtiés, vous vous en doutez. Et c'est là qu'émerge le personnage de Cadet-Tout, le petit cadet. Il y en a beaucoup qui ont dit, oh, Cadet-Tout, il est fin, il est rusé, je vous cite, personnage naïf et roublard, nez busqué, menton, galoche, cheveux blancs et béret, où c'est que j'ai mis mon béret pour faire un Cadet-Tout, vissé sur la tête, etc., etc. Le voilà face à un Américain, Henri IV, Cadet-Tout. Et le personnage a été créé par Ernest Gabart, qui est un sculpteur palois, qui a mis toutes les jolies statues de Pau en particulier. Vous savez, la petite dame qui puise l'eau du puits à l'entrée de Pau quand on vient de Tarbes et que les lycéens de Pau barbouillent régulièrement en bleu, en rouge, en jaune, etc. Mais bon, il faut bien que les lycéens soient lycéens. Et puis alors là, vous le voyez, et il voit un avion. Alors, comment ça s'appelle un avion à l'époque? Un aéroplane. Et lui, il dit louplane. Ah, Yubiban. Quel diable, j'ai oublié le V. Quel diable Yako, ça c'est le diable. Et alors vous voyez, on le voit remettre sa ceinture, relever son pantalon, il y a un buisson, on peut penser qu'il est allé déféquer derrière le buisson pendant que passait l'avion. Un peu ridicule, vous voyez, mais en même temps, naïf, roublard, un peu à la Bécassine. Gros succès de Cadet-Tout en Béarn, qui a permis aux Béarnais de retourner le regard méprisant. Voilà. Bon, je vais aller vite. Si j'étais jeune, je demanderais à un étudiant de me faire une géographicité de Cadet-Tout. Ça devrait être intéressant. On termine avec la grande et belle ville du Piémont, avec l'hôtel Gassion, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a l'oxymore ville-montagne, avec la montagne glacée et puis la ville où il fait bon vivre, le manteau neigeux d'un côté, les palmiers de l'autre. Nous avons là des associations mentales que les Palois vont utiliser énormément. Et puis, à partir d'un moment donné, Pau se développe dans l'entre-deux-guerres et surtout dans les années 50, avec l'agro-industrie du maïs, avec l'industrie aéronautique et le fabuleux destin de l'usine Turboméca devenue Safran, et avec l'extraordinaire aventure de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine devenue Total, et qui continue d'avoir à Pau et dans la banlieue de Pau des activités. Et cette bourgeoisie industrielle et commerciale va aller à la montagne, dans les stations de ski, d'abord à Gourette, ensuite à Barège, et après dans les autres stations. Et nous allons avoir une histoire très particulière avec l'usine Safran, qui a été créée par Joseph Zidowski, biélorusse, non, ou polonais, enfin juif, chassé de Russie ou de Pologne, né là-bas donc, venu en France, ingénieur de génie. C'est lui qui le premier a eu l'idée de faire des turbines à gaz. Il veut s'établir en France, parce qu'il est en Allemagne. Et il s'est battu pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée russe, prisonnier, il est resté en Allemagne, il a bossé chez Daimler, c'est un ingénieur de génie. Quand il voit Oncle Adolphe et ses copains prendre le pouvoir, il vient en France, il monte une usine, il vient dans les Pyrénées, il veut s'établir à Saint-Pé-de-Bigorre. On dit que le maire de l'époque lui dit non, non, je ne veux pas des juifs chez moi. Pourtant, il demande juste un hangar. Hein. Alors il va s'établir à Bordes, en oubliant de donner son nom, dit la légende. Comme ça, le maire accepte, peut-être, on ne sait pas. Ça vous donne l'usine Safran actuelle, qui est le leader des moteurs d'hélicoptères. Et, alors, pendant la guerre, Zidowski se planque. J'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui. Fanat de montagne. Tous les samedis ou tous les dimanches, une course.
avec les copains, c'est-à-dire ses copains ingénieurs. C'était un ingénieur. Et le soir, en rentrant, il habitait à côté de l'usine de Borde. On revenait au bureau d'études et on bossait sur les projets. Vous vous rendez compte? Plutôt que de se coller dans la télé, enfin, il n'y avait pas de télé. Voilà. Et il va donner à tous ces réacteurs des noms de sommets pyrénéens. Quand je vous dis qu'on a donné des noms de ruisseaux bavarois aux glaciations pyrénéens, parce que ça aurait été des noms pyrénéens, eh bien on a eu un motoriste d'origine étrangère et en plus de confession israélite, mais qui a donné à tous ces moteurs des noms de sommets. Alors, je vous les donne, hein. Artoust, 1947, Oredon, 1950, Astazou, 1957. Chaque fois que je me fais l'Astazou, le grand ou le petit, je pense à Zidowski. C'était un homme épouvantable, des colères caractérielles extraordinaires. Un jour, la CGT lui fait une grève devant l'usine. Il dit, c'est comme ça, je me barre, j'ai l'habitude. Et de me barrer et de vous les Français. Il fait faire les valises à sa femme. Et le piquet de grève le voit partir. Et où vous allez? Je m'en vais. Ah ben non, on ne déconne pas. Bon, alors vous levez. Eh bien, on a levé et l'usine est restée. Voilà, mais tout à l'avenant. Hein. Voilà. Je continue pour les réacteurs, pour les turbos. Bastan, Tourmeau, c'est une Sierra qui est au-dessus de la Nissa. Vous l'avez peut-être fait, certains d'entre vous. Ariel, Maquila, c'est le bâton basque. Oredon, Arius, Ardiden. Alors le dernier, là, actuellement, c'est Arano. Arano, c'est un nom basque pour désigner l'aigle noir. Et le moteur qui se fait, là, le dernier, 2017, Aneto. Alors Safran est devenu un conglomérat américain, avec des mecs qui sont du côté de Houston, c'est pas d'où ils sont, mais les noms de moteurs qui sortent de l'usine de Borde, ils ont des noms pyrénéens. Voilà. Voilà l'histoire. Bien, et tout le monde va récupérer les Pyrénées depuis Pau. Je vous ai parlé de Zidowski et de Safran, mais regardez la section paloise, regardez le club alpin de Pau. Alors, il y a 2000 adhérents. Je sais bien qu'ils sont adhérents, non pas parce qu'ils aiment la montagne, mais pour avoir l'assurance, hein, en cas qu'ils se cassent la figure dans un ravin. Mais en fait, c'est quand même le cas. Je ne saurais terminer sans dire que ce regard de la montagne vers la montagne, ce regard de la montagne sur la ville, on l'a aussi dans d'autres villes. Et ça sera mon troisième paragraphe. D'autres villes, d'autres montagnes. Il y a Tarbes. Tarbes n'a pas besoin de faire une balustrade. Hein. Nous avons le pic du Midi de Bigorre. Nous avons le Bastia, nous avons le Montaigu là sous les yeux. Et à 20 km juste à vol d'oiseau. Et pas à 30. C'est quand même pas mal. Il faut le dire. Vous avez Montrégeau. Vous avez Saint-Gaudens. Depuis leurs terrasses respectives. Vous avez Argelès-Gazost. Et Argelès-Gazost, on a démoli une maison bourgeoise pour faire une ouverture sur la montagne. Voilà. Vous avez Naï, avec le Gabizos, depuis le pont. En géosymbole, c'est pas mal. Voilà. Et puis vous avez Lourdes, pardon. J'ai oublié Lourdes. Lourdes, le château pité sur son rocher, et derrière le Montaigu. Qui dit mieux? Donc, toutes ces villes du Piémont ont récupéré la montagne dans leur représentation et leur démarche de promotion touristique et économique. Mais celle qui a réussi le plus quand même, c'est Pau. Alors il faut conclure, à la bourre comme d'habitude. Alors on se souvient de la dernière phrase de notre texte de référence. On a un œil sur le document numéro 3 que j'ai donné dans le dossier et on lit. Depuis le 19e siècle, Pau s'est approprié les Pyrénées, mais c'est dans un rapport distancié. Montagne sacrée, montagne totem qu'on peut voir, mais pas forcément aborder. Mont analogue, c'est le titre du livre de René Daumal qu'il a écrit à Gavarnie, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, au pied duquel l'expédition se fracassait. Surplombant la ville policée, aménagée et confortable, la montagne constitue l'univers du sauvage,
avec les ours et les loups, de la nature hostile, glacée, imprévisible, avec les éboulements et les avalanches. Pau apparaît alors comme le refuge vers lequel se replier, se mettre à l'abri, d'où voir venir tout simplement. La conjonction des crêtes dentelées et du ciel ouvre sur l'imaginaire, la face cachée, le versant qu'on ne voit pas, les autres montagnes, Fujiyama pour René Lolleré, Himalaya pour Henri Russell, ou la montagne enchantée comme chante Johan de Nadao devant l'Incatade. Patapim, patapam. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.